Donc, ce soir, on va parler les PNListes qui sont dans la salle. On va parler de l'index de conscience. Mais moi, je préfère appeler ça les trois axes de la conscience. Et il y a plus de 2000 ans, Aristote, il disait déjà que pour que l'homme soit entier, il fallait que ces trois centres vitaux soient en harmonie. Et les trois centres vitaux de Aristote, c'était le logos, c'est-à-dire le centre cognitif, l'éputhémia, je ne parle pas le grec classique, mais j'ai retenu ces mots-là, qui est le centre émotionnel, et le corps, on appelle ça l'erga. Pour faire plus simple, un psychologue américain, William James, il a parlé des trois H, le head, heart et hand. Et en français, ça donne la triade pensée, émotion et comportement. Et on va parler de pensée, émotion et comportement pendant toute la soirée, un petit peu en long, en large ou en travers. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran. Tout le monde est confortable là, au niveau du son et de tout ça? Oui, ok. Oui. OK. Donc, peut-être que vous pouvez couper votre micro, mais il faudra que vous fassiez attention. C'est que si vous voulez poser une question, quand vous parlez, on ne vous entendra pas si votre micro est coupé. D'accord? Donc, voilà de quoi on parle. On va parler de ce fromage avec pensée, émotion et comportement. Et on aurait pu le présenter d'une autre façon. Il n'y a pas d'ordre particulier parce qu'en fait, vous allez voir que tout bouge tout le temps. Et en PNL, on n'appelle pas ça pensée, émotion et comportement. Les pensées, on les appelle des processus internes, où on dit pays, les émotions des états internes et les comportements, on appelle ça des comportements externes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mettre comportement externe à la place de comportement. Dans la formation de PNL, j'explique un petit peu pourquoi, mais pour ce soir, ça ne sert pas à grand-chose. Les états internes à la place des émotions, ça ne sert pas à grand-chose non plus. On pourrait parler d'émotions, ça ne changerait rien. Par contre, c'est assez intéressant de faire une petite distinction entre la pensée et les processus internes, parce qu'en fait, dans les processus internes en PNL, on inclut, il n'y a pas que la pensée cognitive, il n'y a pas que les idées, il y a aussi toutes les images internes qu'on a dans la tête, tous les sons qu'on peut avoir dans la tête, toutes les odeurs qu'on peut ressentir dans notre tête. On appelle ça le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique pour le sens du toucher, olfactif et gustatif. Par exemple, si vous chantez la Marseillaise dans votre tête maintenant, je vous laisse un peu de silence pour ça. Okay. Si vous êtes capable de faire ça, ou d'imaginer un chat qui miaule. Donc, je ne sais pas quelle couleur est le chat dans votre tête, et écoutez son miaulement. Si vous faites tout ça dans votre tête, c'est que vous utilisez vos processus internes. Ce n'est pas des émotions, ce n'est pas du comportement, ça s'appelle un processus interne. Donc, vous voyez que ce n'est pas que de la pensée intellectuelle, ou en tout cas langagière, mais on peut faire des trucs assez étonnants avec son cerveau là-dessus. Je pourrais vous demander, par exemple, d'imaginer une vache mauve qui miaule. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? OK. Et la vache mauve qui miaule, vous pouvez imaginer qu'elle est en train de se mettre debout, qu'elle a un chapeau rouge sur la tête. Voilà, puis on peut enlever ça. Et puis maintenant, je peux vous demander, est-ce que vous arrivez à vous représenter avec votre cerveau, dans votre tête, donc le goût du café? Est-ce que c'est possible pour vous? Il y a des gens qui sont très à l'aise pour faire ça, d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. On pourrait même s'amuser à imaginer que vous avez envie de faire pipi. Ce qui est rigolo, c'est que quelquefois, rien que de l'imaginer, ça peut donner envie. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un lien entre le corps et le cerveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les processus internes, c'est à la fois des souvenirs et c'est aussi de l'imaginaire. On peut travailler dans l'un comme dans l'autre. Par exemple, Jérôme, si je te demande comment est-ce qu'ils étaient les murs de ta chambre quand ils étaient petits, donc rallume ton micro pour me... OK. Est-ce que tu te souviens de quelle couleur étaient les murs de ta chambre quand tu étais petit? Ouais. OK. Donc, tu es bien d'accord que ça, c'était dans ta mémoire? Ouais. OK. Et Hervé, si je te dis combien il y a de fenêtres dans la maison où tu habites ou l'appartement où tu es? Fenêtres et porte-fenêtres pour me répondre. Ouais, OK. OK. D'accord. Donc, vous comprenez bien que pour que... Et la réponse, c'est quoi? 5. 5. OK. Donc, vous comprenez bien qu'Hervé, pour qu'il réponde à la question, à moins qu'il ait acheté récemment 5 porte-fenêtres
et qui se souvienne qu'il est allé chercher des porte-fenêtres, pour répondre à la question, il est bien obligé d'aller dans sa tête, dans le souvenir de sa maison et de compter les fenêtres dans sa tête. D'accord? C'est forcément ça qu'il a fait. Donc, on peut faire ça aussi. Si je te demande, Sabine, c'est quoi le vêtement le plus doux que tu as, le plus agréable au toucher dans ta garde-robe? Un pull. Un pull. OK. Mm. Donc, tout ça, ça fait partie des processus internes. C'est pour mieux expliquer cette case-là, la case de gauche, là. Et donc, il faut bien que vous compreniez que les processus internes, les animaux, ils en ont. Les animaux, ils font des rêves. Ils ont des images, ils ont des émotions et des comportements. Alors que, donc, ça enrichit un petit peu cette case-là qui n'est pas que la pensée. Donc, on pense que les animaux n'ont pas une pensée cognitive très élaborée, jusqu'au jour où on en trouvera aussi. Bref, il faut aussi que, pour bien vous expliquer ce que c'est que les processus internes, parce que c'est une case qui est importante quand on fait de la PNL, les sportifs ont beaucoup de processus internes. Quand, par exemple, Zidane, il joue au foot et qu'il est sur le terrain, il y a le ballon qui arrive d'un côté, dans sa tête, lui, il entend, par exemple, Lizarazu qui est derrière lui, donc le fait d'entendre, il entend avec ses oreilles, on met ça dans les processus internes aussi, et il arrive à combiner le mouvement, la vitesse, le bruit de Lizarazu, et puis après, au niveau de ses comportements, il est très, très adroit, et donc le mental se retrouve à ce niveau-là. Donc, quand vous voyez des sportifs, par exemple, avant, il y a Béa qui est là et qui est fan de rugby. Elle a déjà vu 1000 fois Johnny Wilkinson tirer une pénalité. On le voit se préparer dans sa tête puisqu'il est en train de visualiser les poteaux. Je crois qu'il les imagine plus larges, je crois, pour essayer enfin, il fait des trucs dans sa tête. Et il y a des sportifs qui se représentent comme ça un circuit, par exemple, automobile. Et plus ils font de la programmation dans leur tête avec leur processus interne, plus ils comprennent, ils ont une espèce d'intelligence qui leur permet après, une intelligence du corps qui leur permet de gagner certains matchs, et ainsi de suite. OK? Donc voilà de quoi on va parler ce soir, des 3 axes de la conscience. C'est une grille de lecture qui paraît simple comme ça, et pourtant, elle a plusieurs niveaux de compréhension. Donc moi, j'en ai nommé 4, je crois. Le premier niveau de compréhension, c'est de repérer dans quel mode principal votre interlocuteur il est en face de vous. Donc, il y a des gens qui sont des spécialistes des émotions, d'autres qui sont des grosses tronches et qui réfléchissent beaucoup toute la journée, et puis d'autres qui sont plutôt actifs et qui aiment bien plutôt participer et avoir une relation au monde de manière active. Et puis, bien sûr, ça va dépendre aussi des contextes. Ce n'est pas toujours facile de savoir si on est très, très typé. On peut peut-être se reconnaître tout de suite. Vous pouvez peut-être vous reconnaître tout de suite dans ce schéma-là, mais pour l'instant, vous pouvez vous dire, bah oui, mais moi, j'ai un petit peu les 3. On verra après, au fur et à mesure de la soirée, peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous, que vous êtes peut-être un peu moins équilibré que ce que vous pensiez. Ça fait partie des joies de la PNL, de se connaître un peu mieux. Mais par exemple, un contexte qui peut changer, une maman qui serait par exemple beaucoup dans le comportement ou beaucoup dans la tête, le jour où elle a un enfant, elle va peut-être partir dans son émotionnel parce que déjà, au niveau hormonal, elle n'est pas tout à fait dans le même, son corps ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et puis, les enjeux de protection de son enfant sont tellement importants qu'elle va peut-être être très attentive à chaque bruit de son enfant. Donc, le bruit, c'est l'oreille. Donc, ça, c'est un processus interne. Mais elle aura peut-être une sensibilité émotionnelle beaucoup plus importante. Et donc, cette maman qui est beaucoup dans son émotionnel, si je reviens sur le schéma d'avant, là, elle va être beaucoup là-dedans. Et peut-être qu'elle va vivre avec sa propre mère qui va lui dire écoute, prends du recul, tout va bien. Donc, sa mère va peut-être lui parler avec un langage, une pensée. Or, en faisant ça, sa mère, elle ne se branche pas sur le canal émotionnel de sa fille qui, à ce moment-là, est dans l'émotion. Et c'est ce genre de choses qui font que quelquefois, il n'y a pas une très bonne... C'est pas qu'il n'y a pas une très bonne communication, mais les gens ne s'entendent pas bien parce qu'il y en a un qui est un peu coincé dans une partie du fromage et que l'autre vient la chercher à un autre endroit. Imaginez que cette maman-là, son mari il va peut-être se comporter en bon mari actif et donc du coup, il va peut-être appeler le médecin, téléphoner au médecin
c'est un comportement, vous êtes d'accord? Ou alors, il va peut-être appeler sa propre mère pour qu'elle garde le petit, pour que la maman puisse se reposer, parce il peut lui proposer d'inviter sa femme dans un hôtel avec un jacuzzi. Bref, pour le même événement, un bébé qui pleure, par exemple, chacun peut réagir de différentes manières. Et ce qui serait bien, c'est de repérer au moment X, c'est-à-dire juste maintenant là, où se trouvent les gens en face de nous pour être relativement, pour mieux comprendre les autres. Et on peut aussi utiliser bien sûr ce schéma pour nous-mêmes. Vous pouvez, si je vous demande par exemple là, en ce moment, est-ce que vous êtes plutôt dans votre pensée ou est-ce que vous êtes plutôt très actif ou est-ce que vous avez, ou dans quel état émotionnel vous êtes, vous pouvez repérer que vous êtes peut-être en ce moment un petit peu plus orienté. Je pourrais imaginer un peu processus interne, juste à l'instant où je vous parle. Ça paraît très logique quand on est en train d'apprendre ou d'écouter quelqu'un. On a fait beaucoup ça, Sabine, dans la journée aujourd'hui avec notre formateur, quoi. Mais du coup, si on ne prend pas l'exemple de maintenant, quand vous partez dans une soirée, on va prendre une soirée chouette. Donc, vous imaginez, le confinement est fini, vous faites une soirée avec tous vos copains, toute votre famille, vous êtes 15, 20, 25 personnes que vous aimez bien. Où est-ce que vous portez le plus votre attention? Est-ce que vous êtes sensible plutôt à ce que vous allez partager, les échanges d'idées que vous allez partager avec les autres? Vous avez besoin d'informations de ce qu'ils ont fait et vous pouvez passer toute une soirée à discuter avec des gens? Ou est-ce que c'est votre ressenti qui va compter? Est-ce que vous allez prendre conscience que vous êtes bien pendant la soirée ou que ça vous rend heureuse ou heureux, ainsi de suite? Ou est-ce que vous allez en fait retrouver des gens et ce qui vous marquera quand vous rentrerez ou sur le moment même, ça sera la balade que vous avez fait dans l'après-midi ou le gâteau que vous avez goûté ensemble ou vous avez pris des photos et c'est l'action qui sera, votre cerveau sera plutôt orienté sur quelle partie du fromage. Ça va, vous me suivez pour l'instant? Si c'est clair. Donc, quand on est en Zoom, il faut faire un petit oui avec la tête un peu plus franc ou un petit truc comme ça. OK, super. Donc, il y a Béa, il y en a même qui savent faire des petits signes. Et moi, j'ai très peu de personnes. Je vois que 6 personnes devant moi. Est-ce que je peux augmenter ça? Non, par contre, je peux… OK, je vais changer un petit peu d'interlocuteur. Ça va. Est-ce que tu crois qu'on peut l'agrandir plus? Ouais, je fais. Ça marche. Merci, JB. Hop, je vais mettre ça un peu là-haut. Donc, l'idée de ce schéma, c'est de pouvoir habiter régulièrement ces trois parties et de ne pas être bloqué ou de ne pas être grippé dans un des trois. Un pur intellectuel qui philosophe, où il y a certains psychanalystes qui sont comme ça, il y en a quelques-uns, ils sont un peu coincés dans leur concept. Et du coup, ça donne des gens qui réfléchissent, mais par exemple, n'agissent pas beaucoup ou pas facilement. Moi, je dis que c'est des gens qui visent et qui tirent pratiquement jamais. Ils passent leur temps à viser. Il y en a d'autres qui sont bloqués dans leur émotionnel. Alors, il y a des profils de personnalité comme les borderline, mais sans être borderline, on peut être contacté souvent par une dépression, par des angoisses, par des pleurs, mais aussi par de la joie de vivre et de l'excitation ou de la colère, bref. Et il y a des gens, ils sont tellement dans leur émotionnel qu'ils perçoivent même pas la pensée qui a généré l'émotion, par exemple. Et donc, du coup, les TCC travaillent pas mal là-dessus, les techniques cognitivo-comportementales, et ils essaient de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils ont comme processus interne dans la tête qui les met dans des émotions où il y a trop de montagnes russes, par exemple. Et puis, à l'inverse, une troisième personne sera peut-être hyper active, va faire, agir, travailler ou faire beaucoup, beaucoup de choses et peut-être même s'épuiser. Elle ne prend pas beaucoup de recul, par exemple. C'est des gens qui peuvent faire des burn-out, évidemment, parce qu'ils sont dans l'activité. Et en plus, souvent, il y a pas mal de processus internes. Souvent, le burn-out, c'est un mélange entre les deux. Donc, ils passent de comportement à réflexion, comportement à réflexion.
Et au bout d'un moment, ils pètent les plombs et là, et là, ils font une dépression ou ils ont des problèmes de sommeil ou des choses comme ça. OK. Euh, donc, il y a des gens, les gens qui sont actifs et qui réfléchissent pas beaucoup, ceux-là, ils tirent et ils visent après, quoi. Ça pourrait presque donner un petit peu cette exagération-là. Donc, tout à l'heure, on va faire un petit exercice juste déjà de repérage pour que vous vérifiez si vous, dans une situation X ou Y, c'est vous qui choisirez de quoi vous parlerez, pour voir si vous seriez peut-être pas un petit peu plus impartial que ce que vous croyez. Et peut-être que vous avez des programmes de prédilection et on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui sont plutôt actifs, plutôt dans la pensée ou plutôt dans les émotions. L'origine de ça, ce n'est pas très, très facile. Il y a des gens qui disent que ça dépend aussi de l'environnement qu'on a eu quand on était petit. Est-ce que vos parents, comment ils étaient eux? Est-ce qu'ils étaient beaucoup intellectuels, beaucoup dans l'action, beaucoup dans les émotions? Et quelquefois, par opposition ou par mimétisme, on peut chercher à se ressembler ou au contraire à s'opposer. Mais il y a peut-être de la génétique derrière ça et on n'a pas trop d'idées en PNL de savoir qu'est-ce que c'est qui vient, quoi. Alors, un autre truc intéressant, c'est que le deuxième niveau, je vais baisser ça, c'est qu'il y a des interactions permanentes entre ces trois axes de la conscience. Et le plus important à regarder dans ce schéma-là, ce n'est pas forcément les cases, c'est les flèches qu'il y a entre chacune. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des influences, il y a des pensées qui vont générer des émotions et ensuite qui vont générer des actions. Mais vous avez aussi des actions qui vont générer des états internes et peut-être en troisième des processus internes. Bref, toutes les combinaisons sont possibles et ça tourne en permanence pratiquement dans tous les sens, à part que vous verrez que vous n'êtes peut-être pas si équilibré que ça et qu'il y a peut-être deux secteurs du fromage sur lesquels vous allez assez souvent et pas trop le troisième. Et évidemment, en PNL, on va beaucoup travailler sur l'interaction qu'il y a entre une partie du fromage et une autre. Pour vous donner un exemple, je me souviens d'une de mes filles, elle avait une dizaine d'années et c'était le réveillon de Noël et celle-là de fille, elle est très branchée famille, donc elle attendait avec impatience la soirée parce qu'elle savait qu'il y aurait ses cousines qui seraient là et qu'il y aurait ses oncles et ses tantes, ses grands-parents. Enfin voilà, elle était très très contente à l'avance, toute excitée. Et puis la soirée démarre. Moi, je me souviens très bien de cette soirée-là parce qu'il y avait une très bonne ambiance, ce qui n'était pas toujours le cas quand on se réunissait à toute cette grande famille. Ça papotait à droite, à gauche. Enfin, vraiment, c'était très très chouette. Et ma fille, elle vient me voir et elle me dit, papa, j'arrive pas à m'éclater, j'arrive pas à rentrer dans la soirée. Donc, elle vient me voir avec, à mon avis, un état interne pas très, très positif. Et du coup, je l'écoute et je lui dis, bah, tu sais ce qu'on va faire, ma puce, ce que tu vas faire, c'est que je vais te proposer quelque chose, je vais te proposer d'aller chercher des gâteaux dans la cuisine, il y avait des petits fours, des trucs comme ça, et puis tu vas les amener à chaque personne comme ça, et comme ça tu vas passer de groupe en groupe, et tu vas amener des petits gâteaux, et tu verras comment les gens te parleront et tout ça. Et tu vas le faire en faisant comme si tu t'amusais et comme si tu passais un bon moment. Donc du coup, nous, on sait que tu vas faire semblant, c'est notre petit secret, tu ne le dis pas, tu fais ça, et puis tu viens me voir tout à l'heure pour me dire comment ça s'est passé, d'accord? Alors ma fille, je vois, elle me regarde un peu, je vois bien que ça l'émoustille un peu, donc elle part dans la cuisine, tac, 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 et puis elle commence à faire semblant d'être bien alors qu'elle n'était pas très, très bien. Et puis, je la vois partir comme ça à droite à gauche. Au bout de 5 minutes, elle revient, elle me dit, ah, mais papa, tu sais ton truc, hein, ça marche. Hein. Voilà, donc, elle est sortie de son état interne simplement parce qu'elle a fait une action et qu'il y a une flèche entre les deux là, et que l'action lui a permis de sortir de l'émotion dans laquelle elle était. Bon, si elle avait été dans une vraie émotion durablement négative, avec une cause particulière, c'est rarement aussi simple que ça, mais c'est pour vous donner un exemple d'une intervention à un endroit qui peut
agir sur les autres. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples comme ça dans votre vie. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de conduire, et puis tout d'un coup, en face de vous, il y a une voiture qui double et vous la voyez. Donc, quand vous êtes en train de la voir, c'est dans votre cerveau que ça se passe. À ce moment-là, vous faites un écart d'un côté parce que vous n'avez surtout pas envie de vous la prendre dans la figure. Et du coup, juste après avoir fait l'écart, il y a une grosse peur qui débarque, ou peut-être à peu près en même temps. Mais vous avez remarqué qu'on ne reste pas forcément sur la peur. L'accident, il n'a pas eu lieu. On pourrait tout de suite passer à autre chose et continuer d'écouter la radio. Et peut-être qu'on va se dire, mais ils sont fous les gens, mais c'est pas possible de rouler comme ça. Donc, on va peut-être partir dans un processus interne. Et très souvent, après la première émotion de peur, il y a une deuxième émotion qui débarque. C'est laquelle, à votre avis? Quand on a failli avoir un accident. La colère. La colère. On est très, très souvent, on est furax, on hurle dans la voiture. Et donc, on appelle ça c'est une émotion seconde. Et la colère est souvent une émotion écran. Certaines colères sont des colères primaires, mais très souvent, la colère, c'est une émotion secondaire. Et derrière une colère, il y a souvent une peur ou une tristesse. Et donc, et vous voyez que tout ça, ça s'est fait à toute berzingue et à toute allure à l'intérieur de ce fromage-là, quoi. Et très souvent, il y a les trois parties du fromage qui sont concernées. Donc, je vais peut-être… par exemple, imaginez que votre patron, il vous dise, donc si vous l'entendez ici, dans vos processus internes. Il vous dit, demain, tu présenteras le bilan de la société devant le CODIR, devant le comité directeur. Et bien là, il peut se passer plusieurs choses. Premier cas de figure, le cercle vicieux. Vous partez dans un discours interne en disant il fait ça pour me rabaisser, je suis sûr qu'il va me virer. Du coup, il y a une émotion de peur qui débarque. Et puis, vous pouvez vous souvenir d'une présentation qui était difficile à l'école. Donc, vous repartez dans votre cerveau. Vous pouvez vous souvenir de la trouille que vous avez eue. Donc, le souvenir de la trouille que vous avez eue, ça reste un processus interne. Ce n'est pas la peur que vous pouvez avoir juste là maintenant. Bref, vous pouvez être complètement tétanisé et puis vous partez aux toilettes, par exemple, pour souffler un petit peu. Souffler, c'est un comportement et puis ça commence à aller mieux, votre émotion, elle va mieux et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un cercle vicieux, mais la même réflexion de votre patron, vous pourriez vous souvenir du dernier CODIR où on vous a applaudi. Ça vous donne un espèce de stress, mais une envie de vous défoncer. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous dites à votre patron banco, en lui tapant dans la main et vous lui dites que vous serez prêt. Vous allez téléphoner, donc ça, c'est un autre comportement, à une collègue pour dire que vous ne serez pas dispo ce midi pour manger avec elle parce que vous avez une présentation à faire et à préparer. Il peut y avoir un peu de stress positif qui débarque. Et puis, vous pouvez vous respirer un petit peu, vous calmer un peu. Bref, vous voyez comment est-ce que ça va très, très vite. Et pratiquement, en ce moment-là, en ce moment, vous devez même probablement vous balader dans ces trois espaces-là. Je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse se revoir un petit peu de visu. Donc, cette grille de lecture, on l'utilise beaucoup en PNL, mais pourtant, c'est juste une toute petite partie, c'est une toute petite pièce de puzzle. Et une des manières d'utiliser cette grille, ça serait il y a des gens qui font des stages, par exemple, de gestion du stress sur ce genre de choses-là. Et on pourrait faire… une des premières choses qu'on peut faire, c'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer dans une situation X ou Y. Donc là, vous êtes tranquille. J'espère que vous êtes tranquille, que vous êtes… même si vous avez peut-être un état de fatigue ou un état d'excitation, je ne sais pas dans quel état interne vous êtes, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux pour vous ni pour moi dans ce qu'on est en train de faire, puisqu'on se fait une petite soirée sympatoche. Mais si vous prenez un cas de figure de quelque chose qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie, ça pourrait être bien que de passer par les trois étapes que je vais vous proposer. C'est
d'abord de prendre conscience qu'il y a ce cercle-là et qu'il y a des flèches et que vous êtes à l'intérieur de ce truc-là en permanence. Donc, quelles sont les forces qui vous animent et dans quel ordre par rapport à la situation que vous avez dans votre tête. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est de l'accepter avec bienveillance et sans vous juger. Ça, c'est super méga important de dire, ben voilà, je suis un peu coincé dans mes émotions ou alors j'arrive pas à passer à l'action et je suis trop dans ma tête ou OK, juste de le repérer et puis d'être tranquille avec ça. Et puis, évidemment, le troisième niveau, ça serait, c'est le plus difficile. Quelquefois, on a besoin d'aide pour pouvoir y arriver. Quelquefois, on y arrive tout seul. C'est d'essayer d'élargir soit votre pensée pour avoir une pensée alternative ou de vérifier quelle est la croyance qui participe de votre difficulté du jour. Bref, c'est d'essayer de prendre conscience de comment est-ce qu'on peut faire pour que vous sortiez de la partie du fromage qui vous gêne le plus et de pouvoir évoluer, quoi. Alors, le troisième niveau, ça va, vous me suivez? Je vous propose que je finis la présentation et puis si vous avez, on fait un petit espace de questions-réponses juste avant la démonstration. Comme ça, on sera super bien dans le timing. D'accord? Alors, on va repartir sur le partage d'écran. Hop. Et puis, le deuxième niveau, c'était les flèches. Et le troisième niveau, c'est qu'il y a une bonne partie de ce fromage qui n'est pas conscient. Donc, en fait, au milieu de ce cercle de cet index de conscience, ce n'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça s'appelle, il y a une grosse partie qui n'est pas consciente. Et si je reprends par exemple l'exemple de votre patron qui vous propose de faire une présentation et qui vous le dit un peu au dernier moment, il se peut que de manière inconsciente, vous vous retrouviez comme si vous étiez devant votre père qui vous proposait de faire quelque chose ou un instituteur qui vous a posé des difficultés et qui vous obligeait à faire vos devoirs en criant, par exemple. Et dans ce cas-là, vous êtes complètement pris par un souvenir qui n'est peut-être même pas conscient et vous vous trimballez avec des émotions hyper difficiles. Et en fait, dans ce cas-là, on parle vous n'êtes plus dans une liberté, il y a un conditionnement. Moi, j'aime bien appeler la PNL quelquefois des conditionnements neurolinguistiques, pas forcément que de la programmation neurolinguistique. Et là où il y a, là où il y a du conditionnement, pardon, il n'y a plus de liberté. La liberté, c'est de sortir de nos conditionnements et c'est pour ça que j'aime bien moi appeler la PNL pour notre liberté. Donc, le but, ça va être d'essayer de prendre conscience un petit peu de tout ça. Et voilà, j'ai fait une petite intro. Est-ce que vous avez une question? Et dans ce cas-là, pensez à ouvrir votre micro et puis demandez-moi. Sinon, je vais vous dire dans quel exercice on va faire et je vais faire une petite démo avec quelqu'un. Ça va? Pas de questions? Bon. Alors, où tout est clair et c'est super, où vous êtes hypnotisé et c'est super aussi. Donc, tout va bien, on peut continuer. Alors, le petit exo que je vous propose de faire, c'est que vous allez donc vous mettre par 3. Moi, je fais une démo avant. Il y a quelqu'un qui va raconter un moment particulier de votre vie. Allez, prenez un truc sympa, croustillant. Enfin, à vous de voir ce que vous voulez raconter, mais prenez, voilà, prenez ce que vous voulez. Et celui qui, pendant 3 ou 4 minutes. Donc, on va faire pendant. Et donc, celui qui parle, on appelle ça un émetteur, c'est celui qui émet le message. Et puis, les deux autres, puisque vous allez être par 3, les deux autres vont être les récepteurs. Donc, peut-être qu'il y en a un qui va faire le récepteur, qui va poser des questions, pendant que le deuxième sera un observateur et un récepteur plutôt passif. En PNL, l'émetteur et le récepteur, on appelle ça le praticien et le sujet. Donc, l'émetteur, c'est celui qui est le sujet, c'est celui qui raconte. Donc, l'émetteur, il a toujours raison. Le sujet, il vit sa vie comme il la vit. Et voilà, donc le souvenir que vous avez vécu, vous le racontez comme vous le racontez. Et les deux autres, donc les deux récepteurs, là, moi, je vais être tout seul pour le faire. Votre boulot, ça va être d'observer dans quel secteur du fromage il est au fur et à mesure qu'il nous raconte son histoire pendant 3 ou 4 minutes.
Et le but, c'est pas de tout cocher, c'est d'avoir une idée générale que tiens quand même, dans les 3 minutes, il a été quand même beaucoup là-dedans et un petit peu là-dedans, mais pas beaucoup dans le troisième. C'est d'essayer d'avoir une idée de dans quel endroit de ces axes de conscience la personne a été le plus. Donc, la première partie de l'exercice va consister à suivre la personne dans ce cercle-là et à essayer de repérer où est-ce qu'elle est de plus en plus. Et la deuxième partie de l'exercice va être de le guider ou de tenter de la guider vers la partie du fromage qui a été le moins utilisée. OK? Et donc, il n'y a aucune obligation de résultat, évidemment. Et vous allez voir que même si je cherche à embarquer quelqu'un s'il y a une porte qui est un petit peu fermée ou un petit peu blindée, vous allez voir que même si je lui demande qu'est-ce que c'est qu'il a ressenti ou qu'est-ce qu'elle a ressenti, s'il n'a pas accès facilement à ses émotions, il va peut-être répondre, puis hop, tout de suite, il repartira autre part. On va voir comment ça va se passer avec la personne qui va venir. Donc, du coup, j'aurai besoin d'un volontaire pour faire cet exercice-là. Et moi, je vais repartager mon écran. Et hop là. Voilà, qui c'est qui voudrait venir raconter, venir, c'est tout relatif. Qui c'est qui veut bien me partager une expérience que vous avez vécue? Donc, vous n'avez rien à faire, c'est moi qui vais faire le travail, de repérer et éventuellement de vous poser une ou deux questions pour aller dans une autre partie du fromage. Il n'y a pas d'émotion particulière qui devrait venir sur ça, surtout si vous prenez un exo sympa, un moment sympa de votre vie. Allez, j'attends un volontaire. Je ne vous vois pas tous. Pas de volontaire, je veux bien. Si tu es d'accord pour moi. Laurent. Laurent? OK. Ouais, par exemple. Allez, ça va. Donc, du coup, alors dans ce cas-là, pour cet exercice, je vais vous proposer tous de couper votre micro et aussi votre caméra. Sauf Laurent. Bien sûr. Du coup, vous devriez avoir que Laurent et moi sur votre écran. Jérôme, il y a ta caméra qui est encore allumée. Je ne sais pas comment tu peux faire pour l'éteindre. Super. Et moi, pendant ce temps-là, Laurent, je vais récupérer ce schéma-là. Non, je vais peut-être prendre celui-là qui est le plus simple. Je vais mettre ça de côté. OK. Et puis, je vais utiliser une petite flèche ou une petite case. Voilà. Donc, écoute, Laurent, je t'écoute et au fur et à mesure, je vais déplacer ma souris et je vais cocher les cases au fur et à mesure que moi, je pense en t'entendant. Je peux me tromper, mais je peux me tromper une fois ou deux, mais je ne pense pas me tromper 25 fois, ou alors il faut que j'arrête de former en PNL. Je t'écoute, Laurent. L'exemple que je prends, c'est un moment sympa et qui était au départ pour moi qui n'allait pas l'être. C'est le module 6 en hypnose. Ouais. Il a fallu pendant 20 minutes présenter quelque chose ayant un rapport avec l'hypnose devant tout le groupe. Oui. Donc, à la base, je m'étais dit que ça allait être une journée galère. OK, donc 2 secondes. Vous voyez, quand il dit « je m'étais dit », j'ai mis une petite coche verte parce que je me suis dit, c'est un commentaire qui se fait à l'intérieur de lui. OK? Oui, Laurent, vas-y, je reprends. Et voilà, ce qui j'avais même été, comme on avait des armures, j'avais même été tenté de ne pas venir, mais bon, c'est pas grave, je suis venu, j'ai ouvert le bal puisque j'ai été le premier à parler. Ouais. Et donc, je vous ai fait toute une présentation sur comment j'avais pu croiser l'hypnose au cours de toute mon existence. OK, donc 2 secondes. Je vous ai fait une présentation, je le marque en comportement, sur comment, sur ce que tu as fait en nommant ta présentation, je le mets dans les processus internes. Tu es à peu près d'accord avec moi, Laurent? Oui, de toute façon, tel que je me connais, il y aura quand même plus de coches ailleurs que dans l'émotion. Écoute, pour l'instant, il y en a 3 et 3. Tu vois ce que ça donne, quoi. Voilà. Je t'écoute. Mais il y avait de très bonnes émotions quand même, surtout après, quoi. Mais voilà. Alors, et donc, vous voyez, quand il dit il y avait de très bonnes émotions,
il continue de faire un commentaire, mais il n'est pas dans l'émotion. Non. Ça va Oui, Laurent. Objectivement, l'émotion, actuellement, les bonnes émotions, je les ai, les ressentis. Je ne les dis pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, en ce moment, le côté vraiment très agréable de cette présentation, je l'ai en moi, maintenant, tout de suite, parce que j'y pensais. Ok. Et du Par coup, contre, je vais poser la première question qui oriente. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ouais. tu ressens exactement? Juste là maintenant. Ah, c'est un vrai plaisir, ça a été un vrai plaisir. Un vrai Ok. plaisir alors, de parler, pas tant que ça, parce que j'ai l'habitude, mais de voir les gens accrochés à ce que je disais, de les faire rire. Donc, alors, avec un sujet où j'étais vraiment pas sûr que les gens allaient suivre. Oui, ça a été un très grand plaisir pour moi. Et ça a été 20 minutes vraiment excellentes au final. Ok, super. Donc 20 minutes excellentes. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était une idée ou une émotion. Voilà, donc j'avais dit qu'on ferait un petit truc court. Donc si on fait le bilan des courses, on se retrouve avec une case un petit peu surinvestie. Ok, ça ne te surprend pas spécialement? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et puis, peut-être un petit peu ces deux-là qui seraient moins investis. Alors, du coup, je vais passer à la deuxième partie de l'exercice où je vais te poser certaines questions. Et vous allez voir que plutôt que de demander directement à Laurent qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as ressenti, qui est une question qui est un peu brute de décoffrage, je vais faire un peu du chevauchement en parlant de… Attends, je vais changer mon marqueur. Ouais, je vais prendre ça. Et je vais lui demander, par exemple, je vais partir de là où il est le plus à l'aise, qui est quand même clairement les processus internes, et je vais faire une question qui démarre dans les processus internes et qui va aller dans les émotions, ou alors une question qui part des processus internes et qui va dans les comportements. Donc, ça peut être, pendant que tu parlais et que tu regardais les gens devant toi, quel a été le meilleur moment de cette soirée? Le meilleur moment du entre. Les bons moments qu'il y a eu pendant ces 20 minutes, ça a été à chaque fois que j'ai réussi à surprendre les gens, à les faire sourire, voire rire. Il y en a eu plusieurs. Ok. Et quand tu les as vus rire et sourire, qu'est-ce que tu as fait, toi? Ça, c'est une bonne question. Rien de particulier. Moi, j'ai continué. J'ai continué dans l'idée de… Ouais. En fait, ma question, c'est en quoi le fait de voir les gens rire et sourire, ça influence ton comportement? Qu'est-ce que tu penses quand tu vois des gens qui sourient, ce qui n'est même pas la même chose que des gens qui s'ennuient ou qui bâillent, c'est quand même une information que tu reçois qui est forte. Qu'est-ce que ça te fait faire, Laurent? D'une manière générale, ça va être ce qu'on appelle la synchro, c'est-à-dire quelqu'un qui rit, qui sourit, je vais faire un peu pareil, spontanément. Okay. Là, dans le cas présent, c'est particulier, je suis sur une présentation, je suis vraiment complètement dans le contrôle, et donc je peux rester extérieurement très neutre. Intérieurement, c'est autre chose, mais extérieurement très neutre. Ok, ça va, super. Merci Laurent. Alors, on va voir s'ils ont des questions par rapport à ça. J'arrête de partager mon écran. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous voulez. Pas sur une soirée avec beaucoup de monde comme ça, il faut faire un truc simple et le plus didactique possible. Vous comprenez quel était l'exercice et comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à ce que vous avez vu? Oh. Oui, moi j'ai Nicolas, j'aurais une question. Ouais. Alors, peut-être vous voulez que je mette ma caméra. Ouais, c'est plus sympa. Ouais. Merci Nicolas. Alors, moi je suis totalement novice, hein. Je n'ai fait aucune formation en quoi que ce soit sur la PNL ou des pratiques autres. C'est que je m'intéresse potentiellement à en faire. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'appeler votre organisme et j'ai reçu une invite parce que je pense que j'avais été enregistré sur les mailing lists. Okay. Donc, je n'ai aucune expérience sur tout ça.
Du coup, c'était une question toute bête. Quand vous avez posé la deuxième question qui partait de processus interne vers émotion, Ouais. le début de la question, c'était lorsque vous étiez en train de parler et de présenter, qu'avez-vous ressenti? Oui. Et pour moi, lorsque vous êtes en train de parler, vous étiez en train de parler ou de présenter, pour moi, c'est du comportement, pas forcément du processus interne. Alors, je suis d'accord. Si vraiment j'ai dit, lorsque tu étais en train de parler, qu'est-ce que tu as ressenti, je suis d'accord que c'est plutôt du comportement vers l'état interne. Ça marche. D'accord, ok. Je voulais être sûr de ne pas avoir Non, 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 pas c'est bien, compris c'est bien. l'exercice. Non, non. Ok, merci. Donc, c'est pas la même chose et quand tu as vu qu'ils étaient en train de sourire, qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais. D'accord? Voir, c'est un processus interne. Parler, c'est un comportement. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que parler, en fait, c'est un peu ambigu parce que Ouais. quand je parle, bah, évidemment, je bouge ma langue et ma bouche, mais en même temps, je suis dans ma tête et j'actualise une pensée quand même. Donc, on est un peu dans une double cour quand on parle. D'accord. C'est peut-être pour ça que mais en tout cas, ta remarque, elle est pertinente, tout va bien. Merci. Pardon, merci. Bon. Pas d'autres Ouais. questions? Oui, Si. Jean-Michel? Si, ouais, une petite question liée justement à ce processus de pensée qui génère systématiquement quelque chose, en fait. Soit un comportement, soit une émotion. Et ça reste jamais au titre de la pensée. Si. Soit un troisième truc, et il y en a qui moulinent pas mal là-dedans, c'est que la pensée entraîne une deuxième pensée qui entraîne une troisième pensée. Et Ouais, du coup, je me aussi. dis que, et là, ça me rappelle que, et il y a des gens, ils moulinent complètement à l'intérieur de la case processus interne, processus interne, processus interne. D'accord. Et après l'exercice, je vous dirai justement qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne des gens qui sont comme ça, quand on fait du coaching ou de la thérapie ou de la relation d'aide, parce que du coup, ça va nous donner des indications sur un, comment la personne fonctionne, et deux, comment est-ce que je peux l'accompagner. Mais on va voir chaque chose en son temps. D'accord? Donc, il y a des Ouais. gens, ils passent d'une pensée à une autre pensée. Et à l'extrême, ça peut donner des gens qui n'agissent pas. Ok. OK. Voilà. Merci. Ça va, ça? De rien. Moi, j'avais une question, Nicolas. Ouais. En fait, le but de la PNL, c'est Oh. d'aider la personne à prendre conscience de ses blocages, en fait, pour développer la partie, disons, qui peut lui manquer, entre guillemets. Est-ce que c'est ça? Écoute, oui, en partie, mais si je devais dire, c'est une espèce de double quête, la PNL. Il y a plein de manières de la définir. Tu sais, la formation, elle dure 45 jours en tout. Il y a des gens qui ont fait un maître praticien là, en PNL. Oui. Il y a plusieurs personnes là, donc je peux te dire que pour définir quelque chose qui dure 45 jours en une phrase ou deux, c'est un peu coton, mais on peut dire que oui, j'aime bien, il y a une idée qui dit que la PNL, c'est une double quête. La première, c'est de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, les autres et nous. Donc là, on est plutôt dans ta version, dans ce que tu disais toi. Oui. Et la deuxième quête, c'est une quête pour essayer de nous rendre responsables de nos actes afin d'être libres de penser, d'agir et d'écrire notre propre histoire, quoi. Et donc, du coup, quelque part, de pouvoir vivre la version la plus grandiose de nous-mêmes. Donc là, tu vois, dans cette deuxième réponse-là, Ouais. Et là, une forme d'enrichissement. Ça a coupé, excusez-moi. OK, oui, j'ai vu que ça avait coupé. Oui. C'est ma connexion. On est dans un hôtel là où a lieu Non, une mais formation. c'est le dernier mot que je n'ai pas entendu. Je disais, et donc du coup, quand on est capable de pouvoir, quand on est libre et libéré de toutes nos programmations, ou en tout cas des plus importantes, celles qui nous limitent le plus, bah, du coup, on peut vraiment écrire notre propre histoire, et du coup, on peut vivre la version la plus chouette de nous-mêmes, la plus grandiose de nous-mêmes, parce on organise notre vie en fonction de ce qu'on choisit, de ce qui nous plaît, et pas de ce que l'on doit faire ou de ce que, voilà, on n'est pas pharmacien parce que papa était pharmacien, on est pharmacien parce qu'on a choisi d'être pharmacien parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Et du coup, on vit une vie en fonction de nos choix et pas en fonction de notre éducation, ce qui n'est pas du tout la même vie. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, merci. De rien. Bon.
Ça vous va qu'on parte en exo? Donc, vous n'avez rien à faire. Par contre, une fois que vous allez être dans un salon, pensez à rallumer votre micro. Nous, je ne vais pas venir vous voir parce qu'on est trop nombreux. Puis donc, voilà en quoi va consister l'exercice. Vous allez vous mettre par 3 et vous allez faire 3 fois ce que moi j'ai fait. Enfin, vous passez alternativement. Vous allez donc à un moment donné forcément raconter quelque chose. Et puis, il y aura une des 2 personnes qui va vous accompagner pour vous écouter, essayer de repérer sans partage d'écran comme ça. Donc, où vous faites vous prenez un papier, un stylo, et puis vous faites un dessin devant vous. Sinon, dans votre tête, vous dites bah, là, il est plutôt là, comme ça. Et au bout de 2-3 minutes d'écoute, la dernière minute, essayez de commencer à poser une question, si possible, avec du chevauchement, c'est-à-dire quand tu ressens ceci, qu'est-ce que tu as fait? Ou quand tu as fait ceci, qu'est-ce que tu t'es dit? Ou qu'est-ce que tu as pensé? D'accord? Donc, un début de phrase dans une partie du fromage et la deuxième partie de la question de la phrase dans la deuxième partie. Et puis après, vous débriefez vite fait ce qui s'est passé et on passe au deuxième passage et au troisième passage. Donc, au niveau du timing, en tout, votre salon, il va durer 25 minutes, ce qui vous laisse quand même du temps pour pouvoir vous organiser dans les 3 passages. Ça va donner quelque chose comme 2 minutes pour vous dire bonjour et vous faire vite fait connaissance, c'est un grand mot. Hein. Et puis, j'ai plus le timing exactement sous mes yeux. Je crois qu'ensuite, chaque passage, donc celui qui parle va parler 3-4 minutes. Et ensuite, vous faites un petit débrief pendant 2 minutes. Est-ce que l'observateur, est-ce qu'il est d'accord? Et voilà, vous débriefez de comment ça s'est passé. Comme si moi, je demandais à Laurent ce qu'il a ressenti. Et encore, si je dis ce qu'il a ressenti, vous voyez que je peux guider moi, alors que ce n'était pas… Bon, bref, je ne vous donne pas trop de consignes. Et puis, vous clôturez le passage et puis vous passez à la deuxième personne et après à la troisième. Donc, vous aurez été une fois sujet, une fois questionneur et une fois observateur silencieux. Ça va? Salut. C'est bref. C'était violent de vous ramener de force comme ça? Ah bon, oui, un peu. Oh, tu nous as bien guidés hein, quand même. Tu nous as bien… Ouais. Il y avait des jalons. Oui, on a jalonné pas mal. Ouais, ça se voyait. C'est aidant quand même ça. Ben, sinon, des fois, il y a des groupes, ils partent et ils n'ont fait qu'un passage, tu vois. Bon, je suis content de vous revoir. Du coup, j'ai envie de vous dire comment ça s'est passé. Est-ce que si certains peuvent témoigner ou j'aimerais savoir ce que vous avez appris, soit sur vous, soit sur cette pièce de puzzle. Hein, c'est juste un schéma. Voilà, la parole est à vous. Qui c'est qui commence? Moi, je veux bien, Nicolas. Ouais, Nicolas. Ah, pardon, allez-y, j'ai déjà parlé. Non, vas-y, Nicolas. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Okay. Nicolas et Jean-Michel. Alors, après, on entendra les filles. Comme j'ai partagé avec mes camarades de groupe, ce qui m'a sauté aux yeux en pratiquant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à faire la distinction, à part dans le ressenti, mais qui du coup, c'est subjectif, quoi. Quand est-ce que c'était de l'émotion ou quand est-ce que c'était de la description de processus interne de l'émotion? Je me suis plusieurs fois posé la question de je ne sais pas. Et au final, comme je l'ai partagé avec eux, ce qui a fait mon choix dans l'interprétation, ça a été à l'instant T, quand on me le racontait, qu'est-ce qui se passait physiquement sur le visage? Est-ce qu'il y avait du sourire ou pas du sourire? Et est-ce qu'elle le vivait, l'émotion, ou est-ce qu'elle la racontait? Super. Voilà. C'est bien ce que tu dis, c'est fin déjà hein, pour quelqu'un qui est soi-disant débutant. Je ne sais pas d'où tu sors, mais ça va. Je suis chef de projet dans l'informatique. D'accord. Tu sais, Nicolas, un jour, on avait fait un audit pour savoir quel type de métier on avait été venu parmi
là, on a bientôt 2000 stagiaires qui sont venus depuis l'histoire de Génération Formation. Et le premier métier, c'était infirmière et le deuxième, c'était informaticien. Donc, voilà. Et en fait, c'est des gens qui en ont marre d'être derrière leur machine et leurs écrans. Ils ont envie d'avoir de l'humain et du coup, ils viennent faire de la PNL ou de l'hypnose. C'est un peu pour ça que je suis là, parce que ce n'est pas un objectif que d'y rester dans l'informatique. Pardon, c'était informaticien et infirmière. Infirmière, ok. Ouais, il y a beaucoup d'infirmières qui viennent faire de l'hypnose. Et globalement, c'est un métier qui se remet en question. Elles sont adorables, les infirmières, pour ça. Et le métier qu'on n'attire pas du tout, par exemple, c'est les profs. On a très, très peu de profs. Parce que, voilà, pour X raisons. Voilà, donc du coup, oui, c'est un peu logique, Nicolas. C'est fin ce que tu dis, parce qu'effectivement, à partir du moment où je vous ai demandé, il fallait bien démarrer par quelque chose. Vous n'étiez pas longtemps en exercice, vous ne vous connaissiez pas, donc du coup faire la différence entre l'émotion et je parle de l'émotion, c'est quand même, à partir du moment où je vous ai demandé de raconter un souvenir, c'était forcément biaisé à cause de la consigne de l'exercice. Donc ta réflexion, elle est judicieuse et effectivement, le mieux, si tu veux bien faire la distinction, c'est exactement ce que tu as fait, c'est d'essayer de repérer dans l'instant présent, à l'observation, comment la personne elle est. Et là, tu vois, si elle revit ce qu'elle a vécu avec du plaisir, là, tu sais, même si elle ne te le dit pas, tu sais qu'elle est dans son émotion. En plus, globalement, les gens qui sont dans l'émotion, alors après, il y a émotion et émotion, hein, mais c'est des gens qui ne formulent pas forcément leurs émotions. Les émotions, ils les montrent, ils ne les disent pas. Alors après, il y a des gens qui peuvent les dire, hein, mais c'est presque plus important de regarder le non-verbal que d'écouter ce que les gens disent. Ok, merci. Super. Oui, c'était Jean-Michel, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, pardon. Ouais. Juste, j'ai pris, je prends juste la parole pour Hervé et Jérôme, vite fait. On s'est aperçu, en fait, en débriefant, un truc qui nous a un petit peu surpris, c'est l'écart entre la perception que peut avoir une personne en racontant son histoire de ce qu'elle est dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, on a vu les cas où, en racontant l'histoire, donc d'une histoire qui s'est passée, tu es beaucoup dans les comportements, beaucoup dans les comportements externes. Et alors que quand on interroge les personnes, on dit comment tu es dans la vie? Justement, je gamberge beaucoup, je pense beaucoup, etc. Ou alors je travaille beaucoup sur les émotions, etc. Et ça ne transparaît pas dans l'histoire telle qu'elle est racontée là. Où on était dans les deux cas, on a fait deux cas, on s'est un petit peu appesanté dessus, justement, c'était bien. Et de fait, on voit beaucoup de comportemental. Alors que quand on pose la question, et dans la vie, c'est comment? Okay. C'est pas tout à fait ça, en fait. Il peut y avoir un écart. Ouais, bien sûr qu'il peut y avoir un écart. Voilà, c'est pas expliquer exactement comment interpréter ça, si c'est justement la restitution qui fait que c'est intéressant de voir que justement ce qu'il en reste, c'est plus dans les actions, dans la façon de raconter l'histoire que dans ce qui s'est peut-être vraiment produit dans la réalité à la base. Ouais, c'est difficile à dire. On ne peut pas donner une conclusion sur quelqu'un comme ça. Et puis, il n'y a aucun intérêt à étiqueter les gens en PNL. On n'étiquette vraiment pas. Les deux co-inventeurs de la PNL, c'est des gens qui aiment la liberté. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout d'étiqueter, c'est d'utiliser ce qu'on est en train de voir au moment présent pour essayer de mieux communiquer avec l'autre et quelquefois de mieux communiquer avec soi. C'est une bonne illustration, justement, je trouve, de voir ça, c'est cet écart qui est l'histoire du moment, quoi. L'état du moment. Par contre, méfie-toi de ce que les gens disent. Quelquefois, si tu refaisais le même exercice avec Hervé, je ne sais pas qui c'était le troisième, Jérôme, il se pourrait peut-être que chaque fois qu'ils parlent d'un contexte, ils ont quand même tendance à mémoriser les actions qu'ils ont faites. Hein. Donc, c'est peut-être pas que le contexte, c'est peut-être eux qui ne sont pas tout à fait comme ils le croient aussi. Je ne sais pas, hein, donc je ne peux pas dire j'y étais pas. Hein. Donc, point d'interrogation. Ouais. Michel, est-ce que je peux rebondir? Oui, Charlotte. Donc, moi, on était en duo, nous, en binôme avec Virginie. Et donc, j'avais fait le choix de partir sur un souvenir très cool, voilà, très marrant, justement parce que il y a une petite idée d'où est ma zone prioritaire, je voulais voir. Et donc, elle m'a dit, tu étais beaucoup dans les pensées et dans les comportements.
Ok. Voilà. Et donc, c'était drôle. Et, à un moment, et elle m'a dit, et puis, il y a eu la petite pichenette où je t'ai dit, mais, alors je ne vais pas reformuler exactement comme elle a dit, hein, mais quand tu as fait ça au niveau des émotions, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle m'a dit, juste effet de la porte. Et alors après, là, il y a eu un déferlement d'émotions. Et voilà. Mais donc, voilà, c'était rigolo de voir que, en fonction du choix que j'avais fait du récit, quoi, Ouais. j'étais pas dans les mêmes parties, quoi. Ton émotion était un peu dans le placard et puis à un moment donné, elle est sortie et là, C'est ça. j'avais plus que ça. C'est ça. D'accord. Mais c'est bien tenté, Charlotte. Hein. Ouais, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé. Ok, je me rends compte qu'il est 32. Il y avait quelqu'un qui avait une question là-dessus, sur ce qu'on a fait comme exercice. C'est juste une petite intro. Hein. Ça va? Bon, on continue du coup? Ça va? Allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste quelques bribes d'informations quand même pour que vous ayez une idée un peu plus exhaustive de cette pièce de puzzle. Quand un humain rencontre un humain, en fait, c'est un schéma qui rencontre un autre schéma. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre comme ceci. Quand deux personnes se rencontrent, c'est un index de conscience qui rencontre un autre index de conscience. Et chacun pouvant se balader dans un des secteurs du fromage. Et si ici, il y avait marqué moi et ici l'autre, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, si par exemple vous me voyez en train de je sais pas, boire un coca ou me curer le nez, ou moi, je suis à ce moment-là dans ma partie comportement. Ok, donc imaginez que je sois ici, donc je suis en train de faire quelque chose au niveau comportemental. Et vous, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, ici? Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a des interactions, pas que à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y a des interactions aussi entre nous et les autres, bien sûr. Quoi. Ça paraît logique, quoi. Donc, du coup, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a votre patron qui vous donne un boulot au dernier moment et qui vous dit que vous avez une conférence à faire pour demain et qu'il faut que vous assuriez parce que je ne sais pas quoi, et puis qu'en plus, il vous met un coup de pression en disant c'est important et si jamais ça ne se passe pas bien, alors bon, bref. Il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, l'autre personne agit ou fait quelque chose dans son fromage à lui ou à elle, mais ce que vous allez faire dans votre secteur du fromage, ça ne sera pas directement dépendant il n'y aura pas un lien direct. Les flèches que vous avez là sur ce schéma-là, elles ne sont pas tout à fait justes parce que quand quelqu'un ici dit quelque chose ou agit, alors quand il dit, c'est à la fois une idée et un comportement, vous, en fait, vous allez, même si vous réagissez au niveau émotionnel, en fait, il y a des trucs beaucoup plus complexes. Ce n'est pas simplement une flèche directe entre le comportement de l'autre et votre état interne. Ça peut être entre le comportement et une pensée que vous avez eue. Et vous rappelez-vous qu'il y a toute une partie qui n'est pas consciente au milieu. Donc, ce que je suis en train de vous dire de manière un peu maladroite, je m'en rends compte, mais il est 8h30, je me suis levé tôt ce matin, c'est que l'autre n'est jamais la cause. Même si vous avez une émotion, il faut bien que vous compreniez que l'émotion, c'est vous qui la fabriquez. L'autre n'est pas la cause directe de votre émotion, il est que le déclencheur. Il faut vraiment arriver à comprendre que les autres, même aussi salauds qu'ils peuvent être ou aussi magnifiques qu'ils peuvent être, ne peuvent pas être la cause de votre bonheur ou de vos énervements ou de je ne sais quoi. Ce seront juste des déclencheurs, ce qui permet de relativiser les choses. Et du coup, la PNL, il n'y a pas que la PNL, l'analyse transactionnelle parle beaucoup de cette idée-là aussi. Il y a une énorme nouvelle, c'est que si vous êtes à vous annoncer pour ce soir, c'est que si vous êtes un peu à l'arrêt dans un des secteurs de votre vie, s'il y a quelque chose dans un secteur de votre vie où vous n'êtes pas satisfait ou pas heureux ou même vraiment pas bien, que ce soit au niveau gestion des émotions, la gestion des critiques, votre sexualité, votre travail, voilà, c'est que vous êtes co-responsable de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas coupable,
bien sûr, sinon ça serait n'importe quoi, mais vous coparticipez. Et évidemment, on y coparticipe souvent de manière pas très, très consciente. Et donc, du coup, la solution, elle n'est pas forcément de changer de belle-mère ou de changer de conjoint ou de changer de patron. Elle est de voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer et mieux travailler à l'intérieur de notre propre fromage. Voilà, donc ça, c'est un petit ajout de plus. Et puis, je voudrais aussi vous parler de ce 4e niveau qui est quand même assez sympa, même si c'est une introduction à cet outil-là. C'est que quand quelqu'un souffre dans un des pôles, on va plutôt chercher à intervenir, pas forcément dans ce pôle-là, mais dans un des 2 autres. Ça, c'est une des intelligences de cet outil. À votre avis, quand on fait de la thérapie ou du coaching, les gens ils viennent avec quel type de problématique? Qu'est-ce que c'est qui fait que quelqu'un consulte chez un psy ou chez un… Émotion. Il y a une grosse partie où les gens viennent avec des histoires d'angoisse, de dépression, donc un problème émotionnel. OK. Et quelle est la 2e case du… Il peut y avoir peut-être un problème comportemental aussi, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à agir. Et un blocage de l'action. C'est exactement ça. Et la 2e cause de consultation, c'est des problèmes de comportement, soit des comportements qui sont en trop, on appelle ça des addictions, donc gens qui veulent arrêter de fumer ou arrêter de faire quelque chose et qui n'arrivent pas à s'en empêcher. Et il y en a dans notre société, il y en a de plus en plus des addictions aux jeux, à l'ordinateur, au sexe, enfin, il y a plein de trucs possibles et inimaginables. Et donc, du coup, on a des demandes et des souffrances à la fois dans le secteur émotionnel et à la fois dans le secteur comportemental. Et donc, où est-ce que c'est que ça vaut le coup d'intervenir le plus? Dans le 3e et dans la case processus interne. Et la PNL travaille beaucoup, beaucoup sur les processus internes. En fait, la PNL, elle a plusieurs portes d'entrée, mais nous, ça nous permet de mieux réfléchir à quand quelqu'un vient nous voir, parce que quand quelqu'un ne va pas bien émotionnellement, lui demander d'aller bien émotionnellement, c'est quasi impossible. Il faut passer par autre chose. Donc, on va lui demander de faire quelque chose, on va lui demander de réfléchir à quelque chose. Et quand il y a les gens qui font de l'hypnose, on leur fait vivre des choses à l'intérieur de leur tête en espérant que ça les fasse changer d'émotion quand ils vont sortir de leur séance et qu'ils iront mieux après. OK. Voilà, c'est comme… c'est un peu ce que j'avais fait avec ma fille au réveillon de Noël. Voilà. Donc, du coup, nous, quand on fait de la PNL, on essaie de comprendre à quel endroit les gens ont un problème. Dans toute la formation de PNL, il doit y avoir 35 protocoles de changement. C'est des gros trucs, un protocole de changement. Il y a une page entière à respecter avec petit 1, petit 2, petit 3. Il y a plein de choses à faire. Et on a des protocoles qui sont plutôt orientés sur une partie, plutôt sur une autre. Voilà. Et c'est l'intelligence de quel protocole on utilise dans quel cas de figure qui fait que petit à petit, on est bon en PNL pour agir sur le changement. Et voilà, donc il y a une partie où on réfléchit d'abord et après on met les gens en action, quoi. Donc, je vais écourter pour vous dire un petit peu la fin de ce que je voulais vous dire. Comprenez bien que ce qu'on a fait là, on va conclure là-dessus, en tout cas sur ce schéma. L'index de conscience, il prend, là on a mis quoi, 1 heure, 1h15. Il doit prendre à tout casser 2 heures quand on fait de la PNL. C'est juste une petite pièce de puzzle parmi une centaine d'autres pièces. Dans la formation de praticien, on aborde plein de choses. On travaille sur le langage, la qualité de la relation, comment poser des bonnes questions, comment réussir dans sa vie, comment réussir sa vie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On travaille sur nos croyances, nos valeurs, nos stratégies, la gestion des critiques, la gestion des émotions, comment est-ce qu'on peut décoder des stratégies de succès ou d'échec. On fait aussi des exercices où on revisite différents temps de notre vie, notre passé, notre présent et notre futur. On travaille pas mal sur le futur en PNL, puisque la question préférée d'un PNListe, c'est qu'est-ce que tu veux? On travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'on souhaite avoir et comment c'est une programmation avec objectif, mais on travaille aussi sur le passé, on travaille sur les addictions. Bref, comprendre ce que c'est que le changement et comment le mettre en place. Et un des trucs aussi qu'on fait énormément en PNL, c'est qu'on travaille sur regarder une situation de différents points de vue. Et quelquefois, le changement, il vient d'une prise de conscience qu'on pourrait regarder notre belle-mère autrement ou regarder notre relation avec notre belle-mère d'une nouvelle façon. Et ça peut être assez percutant de faire ça.
Voilà, bon, bref. Et tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de… Il y a des gens qui viennent faire de la PNL pour deux grandes raisons, soit pour faire du développement personnel, c'est-à-dire des gens qui veulent je pourrais peut-être arrêter et donc, du coup, ils viennent un peu travailler sur eux, mais il y a aussi pas mal de gens qui viennent nous voir pour devenir des coachs d'exception, pour changer la destinée de leurs clients, pour trouver du sens à leur vie ou d'aider des gens à trouver du sens à la leur. Bref, pour rendre libre le plus de personnes possible. Et ça, c'est des projets qui sont un peu plus longs, évidemment, mais il y en a pas mal même dans cette salle-là, il y en a qui ont complètement changé de métier, il y en a qui font le même métier, mais plus de la même façon. Voilà, quoi.